Depuis l'étranger, l'Irlandais est vu comme une brute au grand cœur qui aime par-dessus tout la bagarre, le rugby et la bière. Un vrai bonhomme, quoi. Pourtant, il y a Irlandais et Irlandais. Jusqu'à récemment, le Nord, sous contrôle britannique, a été le théâtre d'un bain de sang entre les partisans de l'unité de l'île, les nationalistes catholiques, et ceux qui veulent rester fidèles à la couronne d'Angleterre, les loyalistes protestants. Aujourd'hui, dans Stories of Conflict, on vous explique en 5 minutes pourquoi le dossier irlandais demeure hautement explosif plus de 20 ans après la signature des accords de paix du Vendredi Saint. En France, nous avons nos irréductibles Gaulois défendant farouchement leur belle Bretagne. En Irlande, ils ont les tribus gaéliques, reconnues pour leur bravoure et leur résistance face aux envahisseurs. Les Anglais commencent la conquête de l'île dès le XIIe siècle et mettront près de 400 ans à asseoir leur domination. Les choses deviennent sérieuses lorsqu'Henri VIII prend le titre de roi d'Irlande en 1541. Ce roi est resté célèbre pour avoir désobéi au pape en divorçant de sa première femme. Cela a entraîné un schisme entre l'église catholique romaine et la toute nouvelle église d'Angleterre. Problème, l'Irlande est catholique et pourrait servir de tête de pont aux ennemis de Londres, à savoir les très pieuses France et Espagne, alliés du pape. C'est à partir de cette période que se met en place le système des plantations, terme qui désigne la politique de colonisation britannique. Les terres sont confisquées afin d'y installer des partisans protestants fidèles à la couronne, principalement dans le Nord. S'ensuit une longue politique de discrimination envers les catholiques qui deviennent des citoyens de seconde zone. Une grande partie d'entre eux vivent dans une extrême pauvreté et plusieurs millions s'exileront aux États-Unis faute d'opportunités. La liberté, elle-même. Elle me fait l'effet d'une arme. La révolte ne cessera de grandir pour aboutir en 1921 aux accords de Londres après 2 ans de guerre contre l'oppresseur britannique. L'île est alors divisée entre le sud, rapidement indépendant, et 6 comtés de l'Ulster, où vivent la majorité des protestants rattachés au Royaume-Uni. La paix semble alors gagnée, du moins dans la partie sud. Les catholiques nord-irlandais s'organisent pacifiquement dans les années 60 pour obtenir la reconnaissance de leurs droits civiques et la fin de la ségrégation insidieuse dont ils sont victimes au quotidien. Une frange des protestants se regroupe alors dans des organisations paramilitaires comme la Force volontaire de l'Ulster, dont le but est de sabrer la mobilisation catholique. Ils sont galvanisés par les discours haineux du révérend Ian Paisley, véritable casseur de cathos, qui ira jusqu'à qualifier Jean-Paul II d'antéchrist. En réponse, l'IRA, armée républicaine irlandaise, reprend les armes et multiplie les attentats contre les protestants. Les communautés se barricadent dans leurs quartiers respectifs et les forces d'autodéfense prolifèrent. Le quartier du Bogside à Derry est l'épicentre de la résistance catholique. La rupture est définitivement actée le 30 janvier 72, lorsque le premier bataillon parachutiste anglais tire sur une marche pacifique de 20 000 personnes à Derry, prétendant riposter à des tirs de l'IRA. C'est le Bloody Sunday, dont U2 fera une chanson emblématique. S'ensuivra une longue guerre civile, des internements sans procès pour les combattants de l'IRA et un attentat manqué contre Thatcher à Brighton en 1984. En 30 ans, ce qu'on appelle gentiment les troubles va donner lieu au conflit le plus sanglant de la seconde moitié du XXe siècle en Europe occidentale. Les troubles prennent fin en 1998 avec l'accord du Vendredi Saint qui vient mettre un terme à 3 décennies meurtrières et plus de 3500 victimes. Une solution politique est trouvée. La nouvelle assemblée nord-irlandaise, élue à la proportionnelle, intègre désormais la composante catholique de la société et la souveraineté de l'Irlande est reconnue par le gouvernement britannique. Depuis, la paix n'a pas été remise en cause, malgré des incidents récurrents. L'ouverture de la frontière a permis une plus grande intégration des 2 parties de l'île, de meilleures performances économiques et une liberté de mouvement jamais encore atteinte. Tout roulait jusqu'au référendum sur le Brexit le 26 juin 2016. Bien qu'ils aient voté à 55% pour rester dans l'Union européenne, les Nord-Irlandais doivent accepter le résultat au niveau du Royaume, c'est-à-dire la sortie. Pendant près de 3 ans, la question de la frontière a été l'un des points majeurs des négociations entre Londres et Bruxelles qui ne sont pas parvenus à un deal. Depuis, les Brits ont officiellement quitté l'UE et Boris Johnson, Bojo pour les intimes, a négocié un nouvel accord de sortie en octobre 2019. La frontière se situera désormais en mer d'Irlande. Sous l'océan, sous l'océan. L'Ulster continuera à appliquer en partie les normes européennes et se prononcera au bout de 4 ans pour les reconduire ou les abandonner.
Cela fait de l'Irlande du Nord une zone très spéciale, plus tout à fait dans l'UE et pas totalement dans le Royaume-Uni. Les produits nord-irlandais pourront entrer en Europe sans contrôle. Les marchandises britanniques à destination de l'UE et transitant par l'Ulster seront contrôlées au point d'entrée en Irlande du Nord. Les 500 km de frontière entre les deux Irlandes resteront quant à eux ouverts, respectant ainsi les accords de paix de 98. Pour la partie la plus dure des loyalistes protestants, cet accord est une trahison qui introduit une brèche constitutionnelle dans l'unité du royaume. Le Sinn Féin, parti historiquement proche de l'IRA et longtemps cantonné à l'Irlande du Nord, a fait une percée au sud en remportant les dernières législatives. Certains y voient déjà le signe d'une réunification programmée de l'île. Si l'opinion publique du Sud y semble de plus en plus disposée, la situation au Nord est différente. Le processus de paix est fragile et rien ne permet d'assurer aujourd'hui que les violences ne vont pas ressurgir. Un projet de réunification pourrait mettre le feu aux poudres en provoquant la frange des loyalistes la plus extrémiste. Bref, dans l'affaire irlandaise, Londres et Bruxelles ont le cul entre deux chaises. Sauver les accords de paix et maintenir l'intégrité économique de l'île sont les grandes priorités pour éviter une nouvelle effusion de sang. L'accord de Bojo veut faire de l'Irlande du Nord un véritable pont entre le Royaume-Uni et l'UE, une sorte de Hong Kong à l'européenne. Alors, quel scénario pour l'avenir? Happy end ou tragédie shakespearienne? That's the question.